Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant. Bonjour à tous, c'est Maël Tafou. Aujourd'hui, je reçois Mathias Dich pour vous parler d'éco-responsabilité et de la manière dont les organisations sportives peuvent supporter cette cause. A tout de suite. Bonjour Mathias, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va ? Hello Maël, ça va et toi ? Ça va très très bien. Alors aujourd'hui, tu reviens dans le podcast Fan Striker pour nous parler d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur, qui est l'éco-responsabilité dans le sport et plus particulièrement la manière dont les entités sportives peuvent s'impliquer sur ces sujets. Tout à fait. Pour moi, tout simplement, pour commencer, je dirais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour moi, c'est un enjeu qui est majeur à l'heure actuelle au XXIe siècle, donc c'est avec plaisir que j'échange avec toi à ce sujet-là. Merci beaucoup de venir pour nous éclairer sur l'éco-responsabilité. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au marché qui est, je pense, le plus avancé sur ces thématiques, malgré la réputation de son continent, c'est le marché américain. Yes. Alors, d'abord, tu vas nous présenter la certification LEED. Qu'est-ce que c'est la certification LEED ? Alors la certification LEED, donc du coup, c'est une certification qui est typiquement américaine, et en fait, c'est un système de récompense qui vise à promouvoir l'éco-responsabilité des différents bâtiments. C'est pas spécialement sportif à la base, mais du coup, ça a été appliqué pas mal au secteur sportif ces dernières années pour justement récompenser les établissements, les stades qui mettaient en place différentes actions éco-responsables pour justement développer tout ça au quotidien. Au niveau des caractéristiques de ce programme-là, en fait, il y a 4 niveaux qui va jusqu'au Platinum qui a été inséré très récemment. Et en fait, il y a plusieurs secteurs différents. Donc, ça concerne l'efficacité énergétique, il va y avoir tout ce qui va être consommation d'eau, les matériaux, l'utilisation de la nourriture, etc., qui vont prendre part du coup à cette certification-là. Et du coup, aux États-Unis, il y a deux grosses enceintes qui sont championnes de la certification LEED, si j'ose dire. C'est, pour commencer, l'enceinte du Miami Heat, qui depuis 2008 est déjà très engagée sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont mis en place et pourquoi est-ce qu'ils ont des infrastructures qui sont si performantes ? Oui, bien sûr. Je dirais qu'en fait, le Miami Heat, il a pris le pas directement parce que en 2008, il y a la NBA qui a signé un partenariat donc avec le Natural Resources Defense Council qui en fait visait à promouvoir également l'éco-responsabilité dans les différents stades et arénas américaines. Et le groupe, le Miami Heat Group, ils avaient déjà entamé en fait, des actions dans ce domaine. Il y avait beaucoup de recyclage qui était instauré au stade. Toute la consommation énergétique a été suivie dès la construction en fait de l'aréna. Et c'est pour ça qu'on l'a défini comme précurseur un peu du sujet, en sachant que c'était la première salle sportive qui a été certifiée par LEED. Et du coup, en 2019, la salle, elle a obtenu le grade or. Donc, en fait, c'est un travail continu qui est effectué depuis différentes années dans cette enceinte. Et en fait, je dirais que c'est tout ce travail global-là qui l'a amené aujourd'hui à avoir cette certification. Et donc, du coup, c'est vraiment un exemple et un précurseur du sujet. Voilà, en quelques chiffres, pour exprimer le, l'effort du Miami Heat, depuis le début des années 2000, la franchise a réussi à réduire sa consommation d'eau de 17%, ce qui est énorme. Et les trois quarts de son électricité annuelle sont compensés par des certificats d'énergie renouvelable. Sa consommation d'électricité est 27% moins haute que la moyenne des salles américaines. Donc c'est vraiment un effort de longue haleine qu'il y a eu autour de cette aréna et qui paye, qui fait de cette enceinte un des leaders de la cause. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment des efforts qui sont concrets, qui sont mesurables et qui ont été amenés par le groupe du HIT, justement, dès le début de la salle et qui sont vraiment fantastiques. Alors, le deuxième leader sur les sujets éco-responsables aux États-Unis, c'est Atlanta, avec son nouveau stade, le magnifique stade Mercedes-Benz.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette enceinte? Je trouve qu'en fait, c'est encore un meilleur exemple ce qui a été fait à Atlanta parce que il y a une double idée qui est mise en place derrière ça, c'est-à-dire que Atlanta, en plus d'avoir mis en place différentes actions éco-responsables, en fait, ils sont super implantés dans la communauté locale et pour moi, c'est une des caractéristiques vraiment importantes lorsqu'on met en place un projet d'éco-responsabilité, c'est de prendre en compte la région, de prendre en compte la communauté, les habitants de sa ville, de savoir quels sont les enjeux et les problématiques. Et en fait, ce qui a été fait à Atlanta, c'est que il y a eu justement cette prise de conscience de la région, de la Géorgie, de tout ce qui se passait dans cette région-là, des problèmes d'inondation récurrents qu'il y avait dans la ville. Et en fait, directement, le club d'Atlanta, en fait, a créé un système d'irrigation pour combattre ces inondations. Et le but, c'était pas vraiment d'obtenir la certification LEED, hein, c'était plutôt une conséquence, la certification, et il y avait tout ce travail autour qui était créé pour justement être implanté dans la communauté et la servir plus que pour recevoir cette certification qui, au final, est annexe pour ce groupe-là. Et en fait, Ouais. l'autre du coup partie qu'on peut retrouver, c'est toutes les actions qui ont été mises en place. Moi, le Mercedes-Benz Stadium, pour moi, c'est vraiment un exemple. Et ce que le general manager, donc ce que Scott Jenkins disait, c'est que ils ont essayé de mettre la barre haute, en fait, dans tous les domaines le plus haut possible, et l'éco-responsabilité en faisait partie. Donc, il y a énormément d'actions qui ont été mises en place pour ça. Et il y a des milliers de panneaux photovoltaïques qui sont disposés autour du stade. Il y a des stations de recharge pour les voitures électriques. Au niveau de la nourriture, il y a plein de choses qui sont également mises en place. Il y a un potager, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont servir en fait à toute la communauté, à tous les employés du stade qui travaillent au quotidien. Donc il y a vraiment un travail formidable qui a été créé dans ce stade et par le groupe AMB qui gère l'exploitation. Ouais, c'est une super dynamique et c'est une dynamique qui se répand beaucoup aux États-Unis, notamment dans la MLS. On sait que la MLS a été le laboratoire pour Adidas d'une nouvelle tendance éco-responsable autour de ces maillots. Tout à fait. En fait, il y a eu toute une campagne qui a été créée avec la MLS et également avec d'autres équipes européennes, donc avec Adidas. En fait, ils ont créé des maillots éco-responsables entre guillemets, en fait, qui étaient créés à partir de plastiques recyclés qui sont retrouvés dans les océans. C'est une initiative qui a été prise avec la marque Parley et en fait, ils ont du coup transformé toutes ces fibres de plastique pour créer des maillots. Ça a été fait en Europe avec le Bayern par exemple, et ensuite ça a été pris à plus grosse échelle par la MLS avec Adidas, où ils ont designé en fait ils créent tous les maillots des équipes de MLS. Ouais, c'était une opération qui était très marquante de la volonté de rendre ces sujets d'éco-responsabilité non seulement prégnants dans le sport, mais aussi de sensibiliser les fans en fait à ces sujets. Et si c'est une thématique qui vous intéresse, on va faire une deuxième partie à ce podcast qui va traiter de la manière dont les organisations sportives peuvent impliquer les fans et les supporters autour de ces thématiques. Mm. En attendant, on revient à notre sujet du jour, qui est la manière dont les clubs peuvent par eux-mêmes euh, avoir un impact éco-responsable. Dis-nous ce qui se passe en France maintenant qu'on a beaucoup parlé des États-Unis. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, mais il y a beaucoup de choses qui se font en France. Je pense notamment en Ligue 1. On peut prendre différents exemples qui sont assez marquants. Moi, j'aime bien parler de Montpellier parce que Montpellier, pour moi, c'est un club formidable à ce niveau-là, avec toutes les opérations qui ont été menées par Laurent Nicolas, donc l'ancien président du club. Euh, Si on prend des exemples de ce qui a été fait, je pense que l'implication de Montpellier est super intéressante dans le sens où elle implique également les joueurs. Ce qu'ils ont mené comme opération justement, c'est que ils ont décidé de planter 5 arbres par but marqué par chacun des joueurs. Et en fait, il y a toute une campagne qui a été réalisée autour de ça. Et c'est les joueurs eux-mêmes qui allaient planter les arbres. Il y en a eu 265 plantés la saison dernière. Bon, à l'échelle mondiale, forcément, c'est un chiffre qui est significatif, mais je pense que ça donne un Ouais, exemple. On connaît l'image qu'ont les joueurs, l'impact qu'ils peuvent avoir auprès de la communauté et des enfants. Si vous regardez les vidéos sur YouTube de cette campagne, on voit qu'il y a tous les enfants qui sont là, qui accompagnent les joueurs parce qu'ils sont fans. Et du coup, je trouve que ça crée une émulation qui est super intéressante. Donc, pour moi, Montpellier, c'est un très bon exemple à ce sujet. Et il y a aussi Lyon qui est un peu un des leaders du domaine en France. Il y a l'OL Fondation, donc qui est intégré à l'OL Group, qui fait un excellent travail au quotidien. Ils ont notamment
créé ils ont installé des ruches en fait aux alentours du stade. Il y a plus de 300 000 abeilles qui butinent tout au long de l'année autour du stade. Et en fait, ça permet de vraiment, d'une part, de récolter du miel, mais autrement aussi de développer toute cette synergie avec les abeilles, avec l'environnement qui est super importante. Oui, c'est comme tu le dis, c'est particulièrement intéressant parce que à la fois c'est une action qui est portée par un club et c'est le club qui a un impact éco-responsable direct, mais aussi voilà voir les efforts du club, voir la manière dont on peut rendre ces sujets plus ludiques. Ça permet de mobiliser sa communauté. C'est quelque chose de très important, je trouve. Bah, je suis totalement d'accord. Quand on va amener un sujet sur la table comme ça, comme les co-responsabilités, qui de premier abord peut paraître un peu ennuyant et vraiment qui vient casser les démarches prises par certains clubs, etc., je trouve que c'est super important de rendre la chose ludique et de vraiment faire prendre conscience aux gens d'une manière assez subtile et intéressante. C'est un sujet qui est super important aujourd'hui. Donc, honnêtement, quand je vois des clubs qui prennent ce genre d'initiative, qui vont impliquer la communauté, qui vont impliquer les enfants, qui vont vraiment développer une campagne autour de ça. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que pour toi, maintenant, ce serait pas aux ligues parfois de pousser ce genre d'initiative auprès des clubs? Je pense que c'est une bonne question parce que les ligues, forcément, elles ont un pouvoir qui est peut-être un peu plus fort que les clubs, sachant que elles regroupent différentes structures, qu'elles ont un réseau peut-être plus large. Mais en même temps, je dirais que il y a déjà des choses qui sont mises en place. Quand on prend l'exemple de ce que le ministère des Sports, pardon, a mis en place en 2017 avec la WWF, je trouve que c'est intéressant. En fait, c'est une charte qui a été créée où il y a 15 engagements qui ont été pris par justement le sport français, où en fait c'était dans le but de respecter l'environnement pour tous les grands événements sportifs organisés sur le sol français. Donc c'était un message très fort qui a été envoyé par le ministère et par WWF. Et donc du coup, ça permettait, je pense, d'avoir une ampleur un peu plus grande et de concerner plus de compétitions que seulement un club ou une ligue. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, du coup, proche de ce dont tu viens de parler, c'est tous les efforts qui vont être faits autour des Jeux Olympiques de 2024. Mm. Parce qu'on sait que pour les dernières éditions des Jeux Olympiques, souvent c'était la mise en place d'infrastructures gigantesques qui finissaient plus souvent enfin, plus souvent qu'on l'aimerait paraître inutile en fait une fois les jeux passés. Et là, je sais qu'il y a un plan qui a été développé avec la mairie de Paris pour vraiment euh, intégrer de manière éco-responsable les jeux dans la ville de Paris et sur les autres sites. Donc je pense que ça va être un sujet très intéressant. Est-ce que toi, tu as déjà fouillé autour de ce sujet? J'ai déjà pas mal fouillé. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Tout l'héritage socio-économique en fait que les grandes compétitions vont laisser. C'est un des premiers sujets qui m'avait intéressé dans le milieu du sport business. On pourra pas voir forcément ce qui a été fait tout de suite avec Tokyo, mais je pense que la Ouais. première grande compétition avec une telle renommée comme les JO qui va être organisée, c'est celle de Paris 2024. Pour moi, c'est l'enjeu, l'éco-responsabilité. Il a été pris dès le début par les organisateurs. Et c'est super intéressant. Et de ce qu'on lit, de ce qu'on peut voir, ce qui compte mettre en place, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'actions justement sur cet héritage socio-économique, ne pas construire des stades qui ne vont pas servir par la suite, comme on aurait pu le voir par exemple à Sochi. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place. Et pour moi, c'est le nouveau départ entre guillemets sur ce sujet-là, sur l'éco-responsabilité et sur l'héritage socio-économique qui va pouvoir être laissé. Je pense que ça aura aussi un très bon impact sur la société en général parce que je trouve ça assez marquant de voir que les infrastructures des jeux vont être insérées totalement dans la ville de Paris, qui est quand même une super belle ville, historique, etc. Donc ça va créer vraiment un beau paysage pour ces jeux. Mais en même temps, voilà, ça a été créé pour qu'une fois que les jeux seront finis, ça ne laisse pas de marque. Donc, je pense que ça va être une activation très marquante et peut-être que ce sera un moment pivot dans le combat français sur ces Moi, sujets. je pense que ça va vraiment être charnière, qu'il y a une prise de conscience globale qui est en train de se faire, même si forcément
ça prend un peu de temps, mais ces JO, pour moi, c'est un tremplin. Et même s'ils sont dans 4 ans, je pense qu'il y aura beaucoup de travail qui sera fait d'ici là et que vraiment, ces JO-là, ça va être la transition, le tremplin vers ce monde-là. En tout cas, je l'espère. Ouais, je l'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup Mathias d'être venu avec nous pour discuter de Avec ces grand plaisir. sujets. Où est-ce qu'on peut te retrouver après ce On peut podcast? toujours me retrouver donc sur mon site internet sportbiz.fr. Il y a tout un dossier donc qui va être créé autour du thème de l'éco-responsabilité. Donc avec un premier épisode sur justement le rôle des entités sportives, mais ensuite on va pouvoir échanger sur l'engagement des fans et l'implication des partenaires, qui je l'espère sera tout aussi intéressant. Ok, bah merci beaucoup. On se retrouve du coup pour la deuxième partie de ce podcast sur du coup un sujet sur engager les fans dans l'éco-responsabilité. Exactement. À À bientôt. bientôt. Et voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Mathias de m'avoir rejoint sur ce sujet et d'avoir partagé ses lumières sur l'éco-responsabilité dans le sport. Maintenant, comme d'habitude, j'ai 2 questions pour vous parce que c'est votre opinion qui nous intéresse. D'une part, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans une organisation sportive, à votre avis, comment est-ce que l'on pourrait faire bouger les choses d'un point de vue des organisations sportives? Qu'est-ce qui vous bloque encore et quels sont les beaux projets dont vous avez connaissance? Deuxième partie, si vous êtes un supporter, qu'est-ce que vous attendez de la part des clubs sur ces sujets d'éco-responsabilité? Et comment est-ce que les clubs peuvent vous mobiliser, vous engager sur ces sujets? Ça nous intéresse beaucoup. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas qu'il y aura une deuxième partie sur la manière dont les clubs peuvent engager les supporters sur ces questions. Comme d'habitude, venez réagir sur nos réseaux sociaux, Fanstriker, ou sur encore.fm/fanstriker, anchor.fm/fanstriker. C'était Maël Tafou, à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit ANCHOR. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de Fanstriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à @fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.